Bonsoir à toutes et tous. Mon micro a l'air de fonctionner. Bienvenue, merci à vous d'être présents ce soir pour la cérémonie de clôture de la Social Good Week que je vais vous présenter. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par adresser mes chaleureux remerciements au groupe Europe Écologie Les Verts qui nous accueille ce soir au sein du Parlement européen, ici représenté par David Cormand. Et nous sommes passés par le bureau de Claude Gruffat, vice-président de l'intergroupe économie sociale, puisqu'il existe un intergroupe économie sociale, pour ceux qui ne le sauraient pas, au Parlement européen. Je vais vous présenter très rapidement ce qu'est la Social Good Week, en démarrant peut-être par la jeunesse de l'association organisatrice, le Social Good Accelerator, que j'ai l'honneur de présider, qui existe depuis 4 années maintenant et qui est un réseau européen sous forme de think et do tank qui agit pour la transition numérique de l'économie sociale en Europe. On actionne des leviers assez classiques pour un think et do tank. Nous sommes un organe de représentation d'intérêt de l'économie sociale numérique auprès du Parlement européen et de la Commission européenne avec lesquels nous travaillons étroitement. Nous créons aussi des projets collectifs. Dans l'économie numérique, on parle beaucoup de communs. Nous créons des communs numériques et nous organisons aussi la communauté européenne de l'économie sociale numérique. Travail assez fastidieux s'il en est pour ceux qui ont l'habitude d'animer des communautés. Et donc on est vraiment au démarrage de cette aventure de tête de réseau et de cette Social Good Week est notre grand rendez-vous qui se veut un rendez-vous annuel, une aventure que nous reprenons en réalité. Donc il s'agit d'une réédition d'un dispositif qui a été porté en France par Hello Asso, une plateforme de collecte associative et d'organisation d'événements qui a été créée en 2010 sur inspiration du Social Good Summit qui avait été initié par la fondation de l'ONU en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui a lieu chaque année en septembre, comme vous le savez. Et ce Social Good Summit réunissait déjà les acteurs de la solidarité numérique au niveau international, mais notamment aux États-Unis. Et donc Hello Asso l'a importé en France et a conduit pendant 10 ans une semaine qui reposait sur un dispositif très communautaire, puisqu'il s'agit de rassembler des organisations qui auto-organisent des événements partout sur les territoires, en ligne, en présentiel, sous tout format. Donc ça peut être des formations, ça peut être des visites de Fab Lab, ça peut être des conférences, comme c'est le cas ce soir ici. Et donc nous avons vocation à reprendre cette Social Good Week, nous Social Good Accelerator qui avons été cofondés par Hello Asso, donc il y a une logique à cette suite, et à européaniser ce dispositif pour pouvoir fédérer encore davantage d'organisations partout en Europe. Pour cette première édition de la Social Good Week européenne, nous avons couvert 5 pays, 30 événements sous tous les formats que je vous ai mentionnés. Nous avons ouvert cette semaine à Paris à l'Académie du Climat mercredi dernier, le 2 novembre, avec Benoît Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire en France, et Axel Lemaire, ancienne secrétaire d'État aux affaires numériques, et la Fondation Orange. Et puis tout un tas d'activistes. Et nous allons reprendre un peu les mêmes castings ce soir avec une première partie de conférence avec des représentants plutôt politiques, donc des institutions européennes et de la Belgique. Et puis dans une deuxième partie, nous nous attacherons plutôt aux opérateurs, aux activistes de l'économie sociale et numérique européen. Voilà, donc c'est le programme que je vous propose ce soir. Cette conférence va tout du long être brillamment animée par mon cher collègue Victor Messager, qui est directeur de Social Economy Europe, avec lesquels nous travaillons très étroitement, quasiment quotidiennement, sur les sujets d'économie sociale. Donc nous couvrons le numérique et eux couvrent avec un grand talent et beaucoup de dynamisme tous les sujets généraux qui ont trait à l'économie sociale européenne. Et donc sans plus attendre, je vous propose de commencer la première conférence avec nos invités. David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, et membre de l'intergroupe économie sociale également, Barbara Tract, secrétaire d'État à la transition économique pour la région de Bruxelles-Capitale. Alors Anna, je ne souhaite pas écorcher votre nom, Anna Tassiopoulou.
Excusez-moi, c'est pas facile. Directrice d'unité économie sociale et proximité à la DG Gros de la Commission européenne, et Victor qui va s'introduire lui-même. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve en deuxième partie. Merci. Merci Jeanne. Je peux te piquer le stylo. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok, je me mets au centre, ça va être plus facile. Bonjour à toutes et tous. C'est un événement tardif et intime, mais parfois c'est les meilleurs parce que ça nous permet d'avoir un dialogue très réel aussi et essayer de construire ensemble des projets. Premièrement, c'est important de le dire et de le rappeler. Construire des réseaux, c'est un travail extrêmement difficile et le Social Good Accelerator fait un travail énorme pour pousser une agenda politique à laquelle elle croit, pour pousser une agenda entrepreneuriale à laquelle il croit, pour essayer de regrouper des acteurs. Et effectivement, dans un monde de l'économie sociale où il y a beaucoup de ressources, comme le rappelle le plan d'action, 2,8 millions d'entreprises, 6,3% de la population active de l'Union européenne qui travaille dans l'économie sociale. D'après certaines estimations, 8% du PIB de l'Union européenne, un monde qui est grand, mais qui a parfois des difficultés d'allocation de ressources. On a besoin de partenariats, on a besoin de travailler ensemble presque partout dans l'économie. On a besoin de capitaliser dans l'expertise et à l'occurrence dans l'expertise digitale et de la transition digitale de SOGA. Bon, on a 3 speakers merveilleux, 3 policy makers, très investis dans le sens anglais du terme policy maker qui est très intéressant. Parfois, dans des pays latins, policy c'est réservé à des niveaux très hauts, mais policy c'est tout. Policy c'est la construction de politiques publiques et dans l'Union européenne et dans les régions, des fonctionnaires, des stakeholders privés, au Parlement européen c'est aussi le cas, travaillent ensemble à la construction de politiques publiques. Et on va commencer avec Madame Athanasopoulou, qui est chef d'unité d'économie sociale de proximité à la DG Grow, à la DG Marché Intérieur, Entrepreneuriat, Industrie et PME de la Commission européenne, qui est la DG qui historiquement a poussé le dossier économie sociale et qui aujourd'hui travaille en coalition avec la DG Emploi et en coalition avec des unités dans beaucoup de directions générales. Parce qu'évidemment, c'est une affaire intersectorielle. La Commission européenne a un peu fait la révolution dans les dernières années. Elle a présenté un plan d'action pour l'économie sociale qui était très attendu, une grande politique publique pour l'économie sociale à l'horizon 2030. Et lundi, et c'est l'une des actions stratégiques de ce plan d'action, présentera le Transition Pathways, les voies de transition pour l'économie sociale et de proximité. C'est quoi, Madame Athanasopoulou, ce Transition Pathways? Et quelles sont les étapes que vous avez prévues dans cette action, dans cette politique? Merci beaucoup pour la question et bonsoir de mon côté également. Je suis ravie d'être ici. L'intimité est toujours quelque chose de très précieux, surtout quand on a des sujets très intéressants sur lesquels on peut s'échanger. Je suis aussi ravie d'être ici avec vous pour marquer la fin de la Social Good Week. C'est une très belle occasion pour faire rayonner la communauté d'acteurs qui œuvrent dans le social tech et tous les aspects numériques intéressants pour l'économie sociale. Et je suis d'autant plus heureuse parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de la convergence entre le digital et l'économie sociale. Malgré les bonnes initiatives et activités qui existent sur le terrain. Et je trouve ça assez dommage, pour être honnête avec vous. Pourquoi? Parce que de notre côté, on voit beaucoup d'opportunités de croissance pour les différents acteurs et entrepreneurs de l'économie sociale, mais aussi beaucoup de bénéfices qu'on peut en tirer pour l'économie et la société en sens large. Donc, permettez-moi de partager peut-être 3 messages qui vont répondre à ta question, Victor, mais qui vont aussi peut-être nous aider à situer un peu mieux l'économie sociale dans le cadre de politique européenne actuelle à ce moment-ci. Le premier message que j'aimerais partager est que l'économie sociale est bien présente au sein de politiques européennes. Il y a toujours plus à faire, mais en même temps, je trouve qu'on est arrivé à un point où l'économie sociale est présente et a marqué sa place au sein des politiques européennes. Et j'en profite dans ce sens pour mentionner 3 cadres de référence pour le développement des politiques et actions de support pour l'économie sociale et plus spécifiquement sur les aspects numériques et économie sociale.
Le premier cadre de référence, c'est ce qu'on appelle le Digital Compass, qui est effectivement notre boussole pour la décennie numérique d'ici à 2030 et qui se décline en 4 axes en termes d'objectifs chiffrés, notamment les compétences, les infrastructures sécures et durables, la transformation digitale des entreprises et aussi la transformation digitale des services publics. Et donc, cette boussole, ce Digital Compass est notre cadre général qui inspire l'action dans des différents domaines où les acteurs de l'économie sociale sont présents ou dont ils peuvent aussi bénéficier. Par exemple, quand on parle de l'enseignement, de la formation ou de la politique de cohésion et les investissements privés et publics pour accélérer la transformation digitale des entreprises ou des services à infrastructures publiques. Ça, c'est le premier cadre général. Le deuxième cadre qui est intéressant à avoir à l'esprit est la stratégie industrielle européenne. Là, cette stratégie a été présentée en mars 2020. Notre timing n'était pas terrible parce qu'on a présenté la stratégie, je pense, à peine quelques jours avant que le Covid soit déclaré comme pandémie globale. C'est pour ça que cette stratégie a été actualisée plus tard, en mai 2021. Quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes de la stratégie industrielle passent par les priorités de la double transition écologique et numérique d'un côté, mais aussi d'une autonomie stratégique ouverte. Pourquoi? Le but est de rendre l'industrie européenne plus durable, plus compétitive, mais aussi résiliente, tout en prenant en compte les enseignements de la crise sanitaire du Covid-19, pour aussi continuer à répondre à d'autres crises économiques, géopolitiques et sociétales auxquelles on est confronté à ce moment-ci, mais aussi dans un futur proche ou plus lointain. Et il est important de souligner que l'économie sociale trouve sa place au sein de la stratégie industrielle européenne et les 14 écosystèmes industriels qui ont été identifiés comme critiques pour accélérer la double transition et la relance économique en Europe. Pourquoi? Parce que proximité et économie sociale est inclus comme un de ces 14 écosystèmes industriels. Et pourquoi je mentionne ça? Parce qu'on est en train de préparer ce qu'on appelle pathways, ça veut dire parcours, pour la transition verte et numérique de certains écosystèmes. On a déjà abouti ce travail pour l'écosystème de tourisme et personnellement, je suis ravie que le deuxième écosystème pour lequel on va proposer et on a co-créé un pathway, comme on appelle le transition pathway, ce parcours de transition et la proximité et l'économie sociale. Et ça, c'est pas seulement symbolique. Il y a de la substance derrière et on espère qu'il y aura de l'action collective derrière également. Mais je vais revenir sur ce point. Et le troisième cadre qu'il faut garder à l'esprit, le cadre de référence, est évidemment le plan d'action pour l'économie sociale, déjà assez connu parmi les acteurs de l'économie sociale. La Commission l'a proposé, l'a adopté en décembre dernier. Ce plan présente la vision politique européenne sur les enjeux et les opportunités pour l'économie sociale d'ici jusqu'à 2030 et c'est prêt à inspirer des politiques, mais aussi des initiatives concrètes et ciblées au niveau européen, mais aussi dans les pays européens de l'Union. Le plan d'action a identifié des initiatives selon 3 axes. Premièrement, créer les conditions adéquates pour l'économie sociale pour qu'elle puisse prospérer. Deuxièmement, ouvrir des opportunités et soutenir le renforcement des capacités. Et troisièmement, renforcer la reconnaissance de l'économie sociale et son potentiel. Et ça m'amène à mon deuxième message. Parce qu'à travers ces 3 cadres et le développement des politiques au niveau européen récemment, où l'économie sociale trouve sa place, on peut constater qu'un certain momentum politique positif s'émerge pour l'économie sociale en Europe. Et la question qui se pose est comment on peut en profiter pour faire avancer en fait l'économie sociale et la convergence entre le numérique et l'économie sociale qu'on discute ce soir. Et là, on espère que ces
pathway pour la transition, ce parcours pour la transition de l'écosystème industriel proximité économie sociale, qui est un peu la nouveauté, pourrait nous offrir un outil utile. Pourquoi? Le pathway est une des initiatives phares du plan d'action pour l'économie sociale, mais aussi de la stratégie industrielle. Et en fait, on a déjà présenté des différents scénarios pour la transition de la proximité et de l'économie sociale en décembre, à l'occasion de l'adoption du plan d'action en décembre dernier. Et vous allez me dire, vous allez poser la question, et alors en quoi est-ce que le pathway consiste? De quoi est-ce qu'on parle? Bon, on parle de ce qu'on appelle une série d'actions partagées qu'on a identifiées en co-création avec les acteurs de l'économie sociale entre décembre et septembre, à travers des ateliers, à travers des réunions, à travers des consultations écrites. À travers tout ça, on a mobilisé et on a collecté l'input de près de 500 stakeholders, qui est assez représentatif. Donc, sur cette base-là, on présente 14 domaines d'action et 30 actions concrètes qui portent d'un côté sur la transition verte et de l'autre côté sur la transition numérique de l'économie sociale principalement. Et la moitié de ces actions, effectivement, portent sur les aspects numériques. Qu'est-ce qu'on espère de cette pathway, qui n'est pas le parcours de la Commission, ce n'est pas un outil de la Commission, mais c'est un outil partagé, co-créé, et on espère aussi co-implémenté avec les parties prenantes et les acteurs de l'économie sociale. C'est ce qu'on espère, et que le pathway offrira un cadre d'une action collective, publique et privée, sur la convergence verte, numérique et l'économie sociale, et que aussi il va servir dans les mains des acteurs de l'économie sociale ou dans les mains des autorités publiques comme un outil pertinent afin de mobiliser des investissements de fonds, soit nationaux, régionaux, mais aussi de fonds européens qui sont distribués et gérés par les États membres. Et là, je me réfère aux fonds structurels de la politique de cohésion ou même au fonds, sous le fonds de la relance. Donc, quelques remarques peut-être brièvement sur les enjeux pour l'économie sociale en ce qui concerne les aspects numériques. Là, et aussi le pathway met ça en exergue, on confirme un constat qui est un constat général concernant l'économie sociale, qui est on se trouve devant des acteurs avec un niveau de maturité digitale plutôt bas. En même temps, on se trouve devant un paysage assez nuancé, parce que de l'autre côté, il y a des acteurs de l'écosystème qui sont des pionniers. Il y a des acteurs qui jouent déjà un rôle très intéressant pour lutter, par exemple, contre l'exclusion sociale ou répondre à des défis sociétaux. On peut penser le climat, on peut penser l'économie circulaire, mais aussi la santé, les technologies qui sont développées ou qui peuvent être développées par l'économie sociale, la formation, mais aussi la chaîne agroalimentaire, la mobilité ou même le tourisme. Donc il y a plein d'opportunités où on espère que le pathway va servir aux mains des acteurs, des entrepreneurs sociaux, déjà pour pouvoir aller plus loin. Et on espère les accompagner. Accompagner plus spécifiquement la social tech pour favoriser des solutions intelligentes dans des différents domaines, ou les plateformes coopératives. Voir comment on peut travailler ensemble avec des acteurs, par exemple sur un code of conduct pour la gestion des données. Et qu'est-ce que les données signifient pour l'économie sociale? Comment la gestion des données ouvertes, par exemple, peut servir ou bénéficier de valeurs de l'économie sociale et devenir aussi un actif d'entreprise. Tout ça, on espère que vous allez trouver dans le pathway, ce projet, ce document qu'on va présenter lundi prochain, le 14 novembre, entre 5 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures,
à Bruxelles, mais aussi en ligne. Donc, tout le monde est le bienvenu. Il y a encore 2 jours pour exprimer votre intérêt, vous enregistrer. Je vous invite également. Et j'arrive peut-être à mon dernier message ici. On espère que, avec tout ce travail qu'on a démarré sur le pathway avec les parties prenantes, avec tous ces bons exemples qui existent et tout cet intérêt qu'on voit, que de plus en plus, on va voir dans l'économie sociale une alternative viable dans l'économie digitale. Et c'est exactement ce potentiel qu'il faut explorer ensemble et qu'il faut faire évoluer ensemble. Et l'appel que j'aimerais lancer aujourd'hui à travers le Pathway, on va le répéter lundi, on va publier un appel aux engagements lundi également, qui sera une invitation ouverte pour les parties prenantes et les acteurs de l'écosystème de l'économie sociale, et de voir comment on peut s'appuyer sur la force de l'action collective, publique et privée. Il faut travailler ensemble. Nous, du côté de la Commission, on est prêt à faciliter ce travail ensemble, collecter les engagements, voir comment on peut fédérer aussi de la coopération entre les parties prenantes et voir comment on peut aussi veiller à suivre le progrès fait. Donc, il s'agit d'un travail à longue haleine. Et c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit un message peut-être inspirant, parce qu'on est face à beaucoup de crises. Mais moi, je préfère peut-être nous laisser avec un message inspirant face aux crises qui sillonnent l'Europe et le monde, qui est plutôt celui-ci, que l'association technologie et économie sociale ne devrait plus être un paradoxe et surtout être de plus en plus utilisée pour replacer les citoyens au cœur du développement économique, mais aussi au cœur de solutions pour un futur durable. Et on est prêt, du côté de la Commission, à travailler avec tous les acteurs qui sont intéressés ensemble pour rendre ce message une réalité. Merci. Merci, Madame Athanasopoulos. Bon, c'est-à-dire, la quantité d'informations qui a été transmise n'est pas n'est pas petite. Lundi prochain, effectivement, 14 novembre, de 17h à 20h au Residence Palace, donc à Schuman, pas très loin d'ici, le Transition Pathway sera présenté avec la présence du commissaire Breton, avec la coprésidente de l'intergroupe d'économie sociale du Parlement européen, Patrizia Toia, social-démocrate italien, et avec des acteurs de l'économie sociale. Je pense que le mot-clé de votre intervention à la fin, c'est convergence. Et ça, c'est très important. Convergence entre les différents niveaux, entre les différents acteurs. Lorsqu'il y a de la convergence dans l'action, lorsqu'on partage un horizon commun, on peut tout faire. On peut faire des choses qui semblent inimaginables. Je le dis comme espagnol, où il y a le mythe de la transition vers la démocratie qui a été un moment de convergence dans la diversité. Ça, c'est très important dans un moment aussi où la divergence et la polarisation est le mot-clé. On est de plus en plus séparés. Effectivement, l'Union européenne doit servir d'outil de convergence et le Transition Pathways doit servir d'outil de convergence. Des choses importantes aussi à dire, parfois on n'est pas conscient de notre importance. On n'est pas conscient, et c'est en partie grâce à Jeanne, que des outils que nous tous on utilise comme Wikipédia sont des outils qui partagent les valeurs de l'économie sociale, qui sont ancrés dans l'économie sociale. On n'est pas conscient de qu'on aurait eu l'opportunité. Aujourd'hui, il y a très peu de jours, Elon Musk a acheté Twitter et aujourd'hui, il est le propriétaire. On aurait pu avoir la possibilité de que Twitter soit une coopérative d'usagers. Et il y a eu des débats par rapport à ça. Et on peut converger par rapport à ça pour que cette entreprise réponde à l'intérêt de ses usagers sous la forme coopérative. On n'est pas conscient du rôle que la technologie utilise dans les coopératives, par exemple, dans l'assistance sociale, dans les services sociaux, dans le care, où il y a un problème de changement démographique, il y a un problème de coût et la technologie peut être un allié pour rendre un service de qualité avec des moyens limités. Convergence aussi avec les régions.
Madame Tract, enchanté de vous avoir dans la table ronde. Bruxelles, capitale, a des politiques extrêmement innovantes, très intéressantes, que moi, je suis un peu bruxellois parce que j'habite ici depuis 2013. Et donc, je suis ravi de comprendre plus, d'entendre plus de Shifting Economy. Quels sont vos plans aussi pour coopérer avec l'Union européenne? Bruxelles est l'une des peu régions qui est membre du Pact for Skills for the Social Economy. Vous avez été à la présentation. Donc, quelles sont vos politiques publiques et comment vous voulez coopérer avec d'autres régions européennes, avec les institutions et avec les acteurs de l'économie sociale? Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette introduction. Je suis aussi très, très contente d'être là et très, très contente du sujet choisi, hein, l'économie sociale, le numérique et comment faire converger, parce que ça ne converge pas spécialement l'un et l'autre. Je ne vais pas tout dévoiler de mon discours maintenant. Il y a plein de choses qu'il faut faire converger. Mais peut-être que pour vous expliquer mon point de vue, je peux donner quelques éléments de présentation complémentaires. Donc, effectivement, je suis ministre de la transition économique, mais en fait, c'est le terme qu'on a souhaité mettre aux compétences économiques régionales. Donc, je suis la ministre de l'économie et donc de toute l'économie sociale, mais aussi l'économie traditionnelle. Et si on a dit transition économique, c'est parce qu'on a voulu indiquer depuis le début qu'on souhaite donner une direction aux instruments économiques régionaux, aux leviers économiques régionaux. Et cette direction, c'est le fait de lutter contre les changements climatiques, contre les atteintes à l'environnement et d'agir pour plus de justice sociale. Et donc on utilise ces instruments économiques, on souhaite transformer l'économie bruxelloise dans cette direction-là. Donc c'est l'économie d'une ville aussi, d'une ville-région, mais d'une ville, donc c'est quand même un contexte qui est particulier. Deuxième élément, c'est qu'avec ce titre et cette fonction, j'ai aussi la chance régulièrement de représenter la Belgique au Conseil de l'Union, au Conseil Compet, Industrie et Recherche. Et donc, dans ce cadre, j'ai l'occasion aussi, en plus d'habiter à Bruxelles et de m'intéresser vraiment de près aux politiques européennes. Mais donc, ces questions de la convergence entre le numérique et l'économie sociale, c'est pour moi immédiatement la question de la finalité. Ce qui, moi, m'intéresse, avec la présentation que je viens de vous faire, c'est de mettre le numérique au service de l'intérêt général et en particulier de la lutte pour la justice sociale et contre les dérèglements climatiques. Mais donc je pense qu'avec les personnes qui sont ici présentes et celles qui nous écoutent, ce n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi c'est important, puisque vous connaissez tous très bien non seulement l'importance, vous êtes tous conscients de l'importance de cela, mais aussi du fait que c'est une réalité concrète et qu'il existe déjà de nombreux projets qui vont dans cette direction-là. Mais donc, de notre point de vue, très clairement, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un instrument au bénéfice de la transition sociale et écologique. Et du coup, pour moi, c'était le deuxième point de convergence, mais j'espère que je ne serai pas contredite par ce qui sera dit après. Je reste quand même toujours avec une difficulté avec la question de la double transition. Pour moi, la transition écologique est une fin en soi, la transition numérique, pas spécialement. La transition, il faut qu'il y ait une convergence entre l'un et l'autre, c'est indispensable. Et la transition numérique ne peut en aucun cas être en contradiction avec la transition écologique, elle doit même être au service et accélérer la transition écologique. Mais donc c'est cette vision-là qu'on met en place au niveau bruxellois. On a commencé... on est arrivé en 2019. La première chose qu'on a faite, c'est analyser, puisque avant cela, les politiques économiques ne suivaient pas de direction. On avait des outils économiques régionaux qui pouvaient... il y avait bien sûr des critères, et notamment de création d'emplois, etc., mais pas une grande convergence dans la poursuite d'objectifs. Ce qui nous a semblé important au début, c'est d'avoir des nouveaux indicateurs, une nouvelle manière d'analyser et de mesurer nos politiques économiques. Et donc, on a fait appel à la théorie du donut, que j'imagine vous connaissez tous plus ou moins. Mais donc, elle vise à internaliser ce que l'économie traditionnelle externalise, c'est-à-dire les impacts sociaux et environnementaux de l'activité économique, pour résumer
vraiment en 2 phrases. Elle permet de mesurer les deux à la fois. Ce n'est pas uniquement mesurer l'impact environnemental, c'est mesurer l'impact environnemental et l'impact social en même temps. C'est le premier projet qu'on a mis en œuvre. Et ensuite, grâce aux enseignements qu'on a pu en tirer, on a effectivement rédigé cette stratégie de transition économique qu'en bon français, puisqu'on est à Bruxelles, on a appelé Shifting Economy. Mais donc avec l'objectif de cette stratégie, c'est effectivement d'aligner les politiques économiques régionales sur nos objectifs environnementaux et sociaux. Notre objectif, c'est de passer d'un modèle économique qui ne tient pas compte de ses impacts sociaux et environnementaux, d'un modèle qui est compétitif, mondialisé, à un modèle qui est ancré localement, qui est solidaire, qui maximise le profit, mais le profit collectif au nom de l'intérêt général. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui sont les spécialistes de l'économie sociale, quand je dis tout ça, c'est voilà, la convergence, elle est évidente entre nos politiques, nos objectifs et votre secteur. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on en soit convaincu aussi dans les faits, puisque dès 2020, effectivement, la crise du Covid est arrivée, et très vite, on s'est rendu compte que, en dépit d'un ralentissement de l'économie en général, l'économie sociale s'est mieux maintenue ou a fait preuve de plus de résilience que l'économie traditionnelle. Et on l'a vu, nous, de manière extrêmement concrète. Au moment où, ici à Bruxelles, on vendait des thermomètres aux maisons de repos à des prix pour des centaines d'euros, un thermomètre, au moment où on n'avait plus de masques, des biens vraiment de première nécessité, les premiers à répondre à notre demande pour faire des masques, pour créer des masques à Bruxelles, ont été des entreprises d'économie sociale ancrées, qui étaient prêtes à travailler immédiatement, ce qui n'était pas possible avec des entreprises d'économie traditionnelle. Donc la résilience, l'ancrage dans le territoire est bien présent dans l'économie sociale et solide. Et donc c'est un modèle qu'on entend évidemment élargir, ou dont les bonnes pratiques, on souhaite que l'ensemble de l'économie bruxelloise, y compris l'économie classique, s'en inspire. Ça a inspiré globalement notre stratégie de transition économique. Il y a 200 mesures, je ne vais pas vous les citer les unes après les autres, qui concernent tant l'accompagnement des entreprises, la localisation sur le territoire, la logistique, qui peuvent concerner des différents secteurs stratégiques. Je reviendrai évidemment sur le digital dans un instant, qui concernent aussi la recherche, et l'innovation, qui concerne le financement, avec des règles. On a instauré une nouvelle stratégie d'investissement de notre société d'investissement, qui concerne la localisation des activités économiques sur notre territoire, ou qui concerne l'économie sociale également. Mais donc sur le volet de la digitalisation, les 2 axes qu'on poursuit, c'est d'abord le soutien aux acteurs du numérique, de soutien aux acteurs du numérique, mais qui poursuivent cet objectif de transition, qui répondent donc à des besoins sociétaux qui ont un impact positif. C'est le cas notamment avec l'institut qu'on a appelé FARI, qui étudie l'intelligence artificielle au bénéfice du bien commun. Et puis on a donc ça c'est le premier volet, donc soutien au secteur numérique en tant que tel, mais des secteurs numériques qui poursuivent un objectif sociétal et un objectif à impact. Et puis le soutien à la digitalisation des entreprises. Là je vise toutes les entreprises bruxelloises. L'essentiel des entreprises bruxelloises dans une ville comme la nôtre, en fait, sont des petites entreprises, très petites entreprises, et donc avec des objectifs de digitalisation, de résilience, on l'a vu avec le Covid, qui sont importants. Et donc on veut saisir cette opportunité du besoin de se digitaliser pour le faire de manière durable et responsable, tant en termes des logiciels qu'ils utilisent que du hardware aussi, en termes des appareils. Donc on est en train très concrètement de réécrire, de transformer nos outils économiques, notamment nos appels à projets. Et grâce à ces appels à projets, on peut soutenir des projets innovants, et notamment des projets qui sont portés par des entreprises de l'économie sociale. On a un appel à projet qui s'appelle Numérique et transition économique, qui nous permet par exemple de soutenir des projets
qui permettent d'utiliser pour se chauffer la chaleur émise par des serveurs grâce à une application éco-conçue. Des projets aussi, donc toujours dans le numérique, de participation digitale, par exemple, ou bien un catalogue en ligne de matériaux de construction durables. Ce sont des exemples. Mais donc dans ces domaines-là, qui allient la transition écologique et le numérique, on le voit, les premiers projets qui apparaissent quand on fait un appel sont des projets qui sont portés par des acteurs de l'économie sociale qui poursuivent un objectif d'intérêt général. Et l'innovation sociale, elle émane, l'innovation sociale et économique, pour le coup, elle émane dans la majorité des cas de vous. Et c'est ce qu'on veut effectivement généraliser. On est ambitieux. On veut faire de Bruxelles la capitale de la transition économique. On veut que on veut être les premiers en fait. On veut être les premiers parce qu'on veut être les premiers, mais aussi on veut être les premiers parce que c'est bon pour les entreprises bruxelloises globalement, parce que c'est une économie qui est plus résiliente, parce qu'il y a des opportunités économiques à aller chercher. Et évidemment, les premiers qui vont aller les chercher, ce seront ceux qu'on imitera par la suite. Donc on est très clair aussi, non seulement sur notre objectif, mais sur l'intérêt qu'il y a aussi pour les entreprises bruxelloises à s'y investir. La théorie du donut, je vous l'ai expliqué. On a sur notre territoire, grâce à non seulement évidemment à ces outils qu'on transforme, mais aussi à l'émulation que ça crée, à notre incubateur aussi de projets et d'entreprises d'économie sociale, une multiplication de ces projets et de ces pépites que je pourrais vous présenter tout à l'heure si vous le souhaitez. Il y en a peut-être une que je voudrais citer ici qui s'appelle l'Agence Digitale Solidaire, qui est une association et qui aide vraiment des très petites entreprises. Quand on dit des très petites entreprises, ça peut être des commerces, à se digitaliser, et qui a été extrêmement utile. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale pour aider à la digitalisation au moment notamment de la pandémie. Voilà, donc ça c'est non seulement notre cadre théorique, les objectifs qu'on poursuit, comment on le fait sur le terrain. Ce que je voudrais peut-être rajouter, puisque je suis ici et qu'il y a des acteurs européens, c'est que on fait le maximum sur notre territoire avec une économie qui est particulière, une économie de ville, essentiellement des services, etc. On a besoin que ce genre de projet existe aussi à des échelles plus grandes, et notamment à des échelles européennes. Je pense à des projets comme des plateformes de coopératives responsables, comme Fairbnb par exemple, ou bien des coopératives de logistique qui dépasseraient les limites d'un territoire urbain donné. Là aussi, non seulement des convergences, mais des projets doivent être créés pour accélérer en fait, le sens de ce qu'on essaye de poursuivre. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup, Madame Tract. Écoutez, il y avait de la convergence dans ces deux premières interventions et des projets effectivement à faire scale up, qu'ils grandissent à l'échelle européenne. Et peut-être le Transition Pathway, c'est l'opportunité de construire ces plateformes logistiques, ces coopératives de plateformes, etc., mettre d'accord plus de villes et avoir effectivement des acteurs qui ne sont pas de niche, qui ne sont pas des très belles alternatives, mais des alternatives vraiment systémiques et concurrentielles dans un marché qui est mondialisé, qui réclame beaucoup de visibilité aussi. Des business de plateforme, des entreprises de plateforme. Merci beaucoup. Et là, on va passer à nouveau à l'échelle européenne, au niveau européen, avec David Corman, qui est député européen de Green CEFA, d'Europe Écologie Les Verts. Monsieur Corman, c'est aussi intéressant, et Madame Tract l'a déjà traité un petit peu, la relation entre la transition verte et la transition digitale. Je pense aussi que c'est intéressant d'avoir votre réaction sur ces politiques européennes en tant que parlementaire. Et qu'est-ce que vous pourriez pousser de le Parlement européen? Quelles sont vos idées de le Parlement européen pour pousser une transition verte qui s'empare aussi des outils digitaux et pour s'emparer de ces politiques publiques tant régionales comme européennes pour pousser l'économie sociale dans les transitions et dans l'innovation? Désolé si la question est un peu complexe, mais voilà.
Merci beaucoup. D'abord d'organiser ce moment dans une situation un peu de croisée des chemins. C'est-à-dire qu'en fait, je vais développer ensuite, mais sur ce qui est en train de révolutionner le numérique dans notre monde, si les pouvoirs publics, l'institution, la régulation ne se fait pas maintenant, c'est même déjà un peu tard en vérité. On part dans un monde quand même particulier. Je voulais vous remercier aussi pour le choix de la photo que vous avez faite, qui n'est pas une photo contractuelle, puisqu'elle a 12 ans, 10 ans, où j'avais plus de cheveux. Ça fait plaisir de me voir à l'époque où j'étais davantage garni sur ma tête. Revenons à nos moutons. Et je suis complètement d'accord avec Barbara Tracht, quel est le rapport entre la transition numérique et la transition écologique? Aucun. Aucun rapport. Nul. Il n'y a pas de rapport. Et aujourd'hui, je serais même tenté de vous dire que c'est le contraire. La transition numérique est un accélérateur de la destruction environnementale de notre planète, à quasiment tout point de vue. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Le numérique, ce sont des innovations, et comme toute innovation, c'est l'enjeu de la régulation démocratique d'en faire un progrès ou une régression. Aujourd'hui, mon analyse, c'est que telle qu'elle est en train de se faire, c'est-à-dire de manière sauvage, la transition numérique est catastrophique. On a fait une étude avec le groupe Vert sur le coût environnemental du numérique, sur tout le cycle de vie, et c'est cata, quoi. Non seulement ça consomme... En plus, c'est intéressant parce qu'il y a tout un récit autour du numérique, les licornes, les clouds, la dématérialisation. En fait, tout ça, ce sont des flûtes. Il n'y a rien de plus matériel que le numérique. Et non seulement ça repose sur des infrastructures matérielles, mais c'est un modèle économique qui a des effets d'accélération exponentielle, les effets rebonds, etc., sur la surconsommation. Ce que j'appelle la surconsommation, d'ailleurs. C'est la société de consommation. Bref, donc je ne veux pas faire parce qu'en plus, les écolos, c'est « Ah oui, mais vous êtes contre le progrès, nanani, nana ». Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, il y a une perte de contrôle de la part des citoyennes et des citoyens, mais aussi de la part de l'institution, sur la question du numérique. Et effectivement, il y a un présupposé dans cette maison, mais pas seulement ici, à l'Union européenne, où, en fait, quand on parle de transition, on lie les deux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir le courage, à minima, d'interroger, voire de contester. Et il y a des exemples sur le fait, y compris, il faut absolument mettre tout le monde au numérique, il faut que 75% des PME soient accès à l'intelligence artificielle, etc. Je sais pas, il faut partir des besoins. C'est quoi les besoins réels des PME, des entreprises, etc. Et c'est à partir de là qu'il faut avoir des réponses, ou pas, numériques. Or, c'est pas du tout... c'est pas toujours, c'est pas systématiquement dans cet état d'esprit que l'on a une approche. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et donc, pour pas être du côté des problèmes, en termes propositionnels, la première, c'est d'avoir une analyse. C'est pour ça qu'on avait fait l'étude au niveau du groupe Vert, avoir une étude objective du coût environnemental du numérique. Vous savez qu'au niveau européen, dès qu'on veut lancer des nouvelles politiques de conditionnalité sociale, de conditionnalité environnementale, on nous dit attention, il faut faire des études d'impact pour voir si ça ne fausse pas le libre marché ou la compétitivité ou je ne sais pas quoi. Là, on décide de déployer par exemple la 5G, pas d'études d'impact. Sur tout ce qui est numérique, pas d'études d'impact réelles. En fait, c'est pas rien la 5G. Encore une fois, moi, le truc de la 5G, c'est pas... l'histoire des chapeaux en aluminium, parce que les trucs des ondes et tout ça. Il faut des études sanitaires sérieuses ou quoi, mais il faut voir ça comme une infrastructure. Comme une infrastructure autoroutière ou de chemin de fer, ou etc., etc. Quand vous créez une infrastructure, vous créez des besoins. Et la question que doit se poser une institution de régulation, c'est quelle infrastructure je crée pour quel besoin? C'est pas que je fais d'abord l'infrastructure et je vais voir comment ça se passe après. Donc, premier point, analyser le coût environnemental réel, une analyse claire de c'est quoi les impacts
environnementales, mais j'y reviendrai après parce qu'il n'y a pas que des impacts environnementaux avec le déploiement du numérique. Et puis le deuxième point, c'est d'avoir une logique de sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, dans le moment de rupture aussi de notre modèle de civilisation, notre modèle dit de développement, on le voit à tout point de vue que le mythe de l'accès illimité à des ressources, quelles qu'elles soient, pour bâtir, une abondance et une prospérité économique ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir, comme disait Bruno Latour, atterrir. Donc, avoir une vision, innovante, performante de l'économie de demain, c'est avoir en tête cela. Et donc, partir réellement des besoins. Ça, c'était pour le lien, numérique et écologie. Mais il n'y a pas que des impacts, tout ça, comme toujours, fait système. Là, ce qu'on appelle la révolution numérique, elle a aussi des impacts, et je voudrais insister là-dessus, parce que pour arriver après sur en quoi l'économie sociale, solidaire, collaborative est pour moi une réponse structurelle à tout ça. En même temps de cette prédation du numérique sur l'environnement, on est en train d'assister aussi à une régression sur le droit du travail du fait favorisé par le capitalisme de plateforme et l'ubérisation qui va avec. C'est l'histoire, l'ubérisation de Uber, où on n'est ni plus ni moins en train de revenir au travail à la tâche. On a mis un siècle pour bâtir le droit du travail et avoir des droits pour les salariés, etc., etc. Et on est en train de régresser dans une forme de captation de la force de travail humaine, avec un drainage de cette force de travail qui est captée par des majors, les GAFAM, au sens large, qui aujourd'hui en sont à un niveau de capitalisation qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'on a connu depuis toujours, en fait. Et là, ça pose donc la question environnementale, la question sociale et la question démocratique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un sujet, c'est que le modèle d'organisation des majors du numérique obtiennent un accaparement de nos données personnelles, mais complètement contraint, où en fait on est enchâssé en tant que citoyenne et citoyen dans un modèle où, au fond, il faut vraiment être un geek ou une geek extrêmement équipé pour empêcher d'être pillé sur nos données personnelles, etc., dont il est fait commerce ensuite. Et le dernier point, j'y reviendrai peut-être après dans la conclusion, je sais pas, mais j'essaie de dire rapidement, je crois qu'il y a aussi, et en tant qu'élu, en tant que représentant de l'intérêt général, et ici dans l'institution européenne, il faut se poser la question en quoi le développement du numérique tel qu'il est et son accaparement par des majors capitalistiques au cube interroge la question de la souveraineté. Si vous regardez aujourd'hui les prérogatives de ces majors, elles sont en train d'empiéter sur ce qu'étaient les prérogatives des États organisés. Elles sont même en train de battre monnaie, ce qui était une prérogative quand même des États sous contrôle en principe démocratique. Bon. La question, je l'ai dit, de l'accès à nos données personnelles, la maîtrise des infrastructures fondamentales. Regardez les tuyaux qui traversent l'océan pour faire passer les données numériques. Ce n'est pas des investissements publics. Hein. C'est tellement colossal en termes d'investissement que c'est des majors, c'est les GAFAM qui ont la maîtrise là-dessus, ou Huawei. Et là, c'est la question du capitalisme de surveillance, où il y a là aussi un accaparement antidémocratique et anti-souverain au sens libéral du terme, pas libéral économiquement, mais au sens libéral du terme, qui est en train de s'opérer. Et pourquoi donc l'économie collaborative dite alternative, et moi je me fie toujours de ce mot d'alternatif, parce qu'il sous-entend qu'on est à la périphérie et qu'il y aurait la vraie économie forte qui serait au milieu, et nous, on serait, vous savez, en France, le premier secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire qu'il y a eu, c'était sous le gouvernement
Jospin, c'était autour de 2000, c'était un vert, Guy Asquith, qui avait été pour la première fois, il y a eu un poste, entre guillemets, c'était pas un ministre de plein exercice, c'était un secrétaire d'État qui avait pu faire ça sur l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi on avait filé ça au vert? Parce que dans la tête des autres, c'était la réserve d'Indiens, quoi. C'était le truc où... alors d'abord, vous êtes bien placé pour savoir que c'est faux, c'est-à-dire que ça représente en poids économique quelque chose qui est loin d'être périphérique. Et pourquoi, pour moi, puisque c'est la mode des vaccins, pour moi, c'est le vaccin pour empêcher la concentration capitalistique qu'on est en train de connaître. Parce que c'est quoi l'économie collaborative qui s'empare de la question numérique? C'est la décentralisation contre la centralisation, c'est le partage de la valeur ajoutée, non pas à ceux qui sont propriétaires de l'outil, mais à celles et ceux qui apportent la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire le travail. C'est la transparence sur la construction de ces outils avec la low-tech, avec les licences libres, avec toutes ces données-là. Bref, c'est un peu comme l'ail contre les vampires. C'est tout ce qui effraie ce qui est en train de se construire. Et donc, en tant que pouvoir public, au-delà de l'attrait qu'on peut avoir au départ pour cette économie dite alternative, il y a un vrai enjeu de souveraineté démocratique à miser sur ces réseaux pour contrer le modèle qu'on est en train de nous imposer. Et je veux conclure là-dessus. Je suis dans la commission, je ne sais plus comment ça s'appelait, provisoire sur l'intelligence artificielle. Il y a eu ça qui avait été monté. Et on avait fait une visite aux États-Unis, à Washington, pour discuter avec les autorités américaines sur cette question-là. Et eux, leur grand sujet, quand ils discutaient avec nous, en gros, je caricature un peu, c'est « aidez-nous contre le modèle chinois ». Ils ont raison. C'est pas comme si on avait le choix entre le modèle capitaliste de surveillance, entre guillemets, à la chinoise, ou les GAFAM. Je crois qu'il y a un enjeu stratégique, économique, politique, démocratique fondamental à ce que l'Europe crée son propre modèle en la matière. Et pour moi, le modèle alternatif, viable, résilient, qui crée de la valeur, la vraie valeur ajoutée économique, c'est le faire dans le secteur économique, encore une fois, entre guillemets, alternatif. C'est ça qu'on doit inventer au niveau européen, sinon on bascule, c'était le début de mon propos, dans un autre monde dont, à mon avis, on n'a pas envie. Vous parliez de l'histoire Twitter versus Mastodonte. C'est drôle parce que l'actualité nous montre en fait ce qui est en train de se jouer. Et moi, je ne suis pas du tout dans le récit du genre, je ne sais plus comment il s'appelle, Jack, là, du gentil créateur de Twitter versus le méchant Musk. Hein, c'est les mêmes. Enfin, Jack, il a arrêté pour faire de la crypto-monnaie. Enfin, tout ça est complètement bref. Donc, il ne faut pas choisir entre les méchants, quoi. En fait, il y a nous à créer et à inventer notre modèle. Et voilà, en tout cas, nous, chez les écolos, chez les Verts, c'est l'état d'esprit dans lequel on essaie de travailler, avec beaucoup de textes qui arrivent. Alors, sur le SF, mais aussi sur le numérique, il y a une flopée de textes qui arrivent sur lesquels je suis Shadows, où je suis un peu rapporteur pour la réparabilité, l'interopérabilité, enfin, tous ces trucs que vous connaissez par cœur. Et c'est la première fois qu'il y a des textes qui vont réguler ça sérieusement au niveau européen. Il faut avoir conscience qu'il faut partir sur un bon pied, parce que si on part sur des normes et des standards qui ne sont pas assez exigeants, les changer après, ça met des plombes. Et en fait, on ne sera plus du tout dans les délais pour être déterminant par rapport à cette bataille qui est en train de se jouer. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu, enfin pas répondu, mais vos attentes. Merci beaucoup. Merci. Vous avez très bien répondu. Franchement, c'est une analyse très intéressante. Et ce que je pense, c'est qu'il y a une très bonne analyse macroéconomique qu'avec des petites différences, je pense qu'elle est largement partagée par des différentes forces politiques, par des questions d'autonomie stratégique. Donc il y a mais c'est-à-dire il y a ce constat commun qu'il faut une force européenne et qu'il faut une force européenne avec un contrôle citoyen, une participation des citoyens. Je pense que là, on peut se mettre d'accord avec pas mal de gens. Et après, il faut trouver les porteurs des projets, les porteuses des projets et les faire grandir, qui est un sujet plus microéconomique
et je pense qu'il faut travailler sur ça. De toute façon, vous avez parlé de projets d'avis du Parlement européen ou de projets législatifs, et c'est super intéressant de construire déjà cette connexion avec vous, cette connexion entre ces rapports et le Transition Pathways, parce qu'effectivement, parfois on travaille aussi en silos, dans des côtés différents, et il faut bien être informé, bien travailler en équipe, étant donné les objectifs super ambitieux que nous avons. Merci. Avant de passer à la prochaine table ronde, on est 3 minutes en retard, c'est presque rien. Et en tout cas, on va finir à 21h max. Désolé pour la prochaine table ronde. Est-ce qu'il y a 2-3 questions du public max? On est Allez. très clair. Ouais, vous avez été super clair, la vérité. Pas de questions? Alors, merci beaucoup à nos orateurs et oratrices et merci d'être ici avec nous malgré l'horaire. Et on va passer à la suivante table ronde avec les porteurs de projets d'économie sociale. Donc, effectivement, j'appelle Antonio Tiani, Jeanne Bretéché, Adrien Dugé et Brioc Van Damme de la Fondation Roi Baudouin. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci, enchanté. Pardon, qu'est-ce que je... Bon, merci beaucoup d'être à la table. On parlait avant de la microéconomie, on parlait avant des porteurs de projets, et là, il y a des gens qui sont très proches de la réalité des projets. Moi, je l'ai dit au début, on s'appuie sur ce gars pour l'expertise numérique. Moi, franchement, je suis un généraliste et je suis là pour apprendre de vous. Mais je pense aussi que c'est l'occasion de expliquer ce que vous faites, vos connexions avec la réalité, ce que vous trouvez dans la réalité et de quoi est-ce que vous avez besoin, de quoi les projets avec lesquels vous êtes en contact ont besoin pour scale up, pour grandir, pour devenir plus systémique. On va commencer avec toi, Brioc. Je me permets de te tutoyer. Brioc Van Damme, qui est administrateur de la guide de la Fondation Roi Baudouin, très connu. Vous êtes indirectement à Social Economy Europe parce que vous êtes membre de FILEA, qui représente des fondations européennes et qui est un membre fondateur de Social Economy Europe. Bon, vous avez plusieurs initiatives qui sont d'intérêt pour la session d'aujourd'hui. Vous avez un baromètre de l'inclusion numérique. Pourquoi cet engagement de la Fondation Roi Baudouin sur ces enjeux? Quelle est la genèse de ce projet? Quels enseignements vous avez eus? Parle-nous un petit peu de ce projet et de ses principales leçons. Merci Victor. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Peut-être en 2 mots pour les gens qui ne connaissent peut-être un peu moins bien la Fondation Roi Baudouin. Donc la Fondation Roi Baudouin est un acteur philanthropique belge, mais nous sommes actifs à la fois au niveau européen et à l'international de manière plus générale, comme Victor l'a dit. J'aime bien, parce qu'on fait beaucoup de choses, on gère 1,5 milliard d'euros de capital, d'actifs financiers, donc on fait énormément de choses. Et donc expliquer ce qu'est la Fondation Roi Baudouin n'est pas toujours chose aisée. Et donc j'aime bien comparer la Fondation au Starship Enterprise de Star Trek, si ça vous dit quelque chose, et son infamous capitaine Kirk qui disait to boldly go where no one else dares to go. J'ai raccourci un petit peu ici pour que ça, en tout cas sur ma version du slide, que ça colle plus ou moins avec la longueur du cadre. Bref, l'idée étant d'essayer d'identifier, d'aller à la recherche, comme le Starship Enterprise dans l'univers, aller à la recherche des gens qui ne se sentent pas entendus, un peu oubliés, et des causes perdues. Et donc c'est un petit peu ce qui guide de manière générale notre action et la façon dont on essaye de développer des théories du changement pour effectivement investir les moyens qui nous sont confiés de la manière avec le plus d'impact que possible. Alors très concrètement peut-être, nous partons évidemment toujours de l'intérêt général. Le numérique en fait clairement partie. Et dans un premier temps, nous allons essayer d'identifier des blind spots. Alors à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau des associations. Beaucoup de gens parlent du numérique. Beaucoup de gens même ont peut-être l'impression et à juste titre que le Covid et la pandémie
l'économie à accélérer le numérique et que c'est un acquis sociétal pour tout le monde. Or, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons, avec l'université de Leuven, l'université de Liège et le SPF Économie, Stade Bell, donc son service statistique, essayé d'objectiver les choses, et de cette enquête ressort effectivement que 46% de la population est en fracture numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une mesure, d'ailleurs je pense développée par EUSILC, qui va essayer de tester sur un échantillon toute une série de compétences numériques, une cinquantaine, et voir si effectivement les gens sont capables d'envoyer un email, de faire des transferts en banque, et j'en passe. Et donc 46% de la population post-Covid est encore toujours à des compétences qui semblent non suffisantes. En Belgique, 1 sur 5 n'a toujours pas de connexion Internet. 62% des jeunes sans emploi, donc c'est-à-dire des jeunes jusqu'à 24 ans, n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir pleinement s'inscrire dans la société d'aujourd'hui. Donc, malgré peut-être certaines idées reçues, nous essayons d'objectiver les choses. Ça, c'est au niveau des individus. Au niveau des associations, on essaie évidemment, nous, de jouer un effet levier pour les associations qui font le travail de terrain essentiellement. On voit que 55% des associations manquent de maturité numérique. Ça veut dire que leur process et leur manière de fonctionner pourrait être plus efficace, plus efficiente, si effectivement elle passait à cette transition numérique, qui est en effet pas une fin en soi, mais un moyen d'avoir plus d'impact quant à leur mission qu'ils se sont donnés. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Évidemment, on essaie de shed some light, comme ils disent en anglais, de mettre dans la lumière ces chiffres, ces réalités sociétales qui sont peut-être un peu méconnues. Et nous essayons de rassembler les différents acteurs comme acteurs neutres, les différents acteurs autour de la table, pour voir si effectivement des solutions peuvent être trouvées. Alors, ça c'est la manière dont on essaye d'identifier des éléments, des chantiers de travail pour nos moyens. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Alors évidemment, je pourrais pas être exhaustif, et c'est pas le but. Mais en effet, il a aussi de travailler avec cet esprit effet levier, à la fois sur les individus et sur les associations. D'une part, grâce à notre outil philanthropique le plus répandu, le grant making, c'est-à-dire on va donner de l'argent à des associations pour qu'eux aident des individus par après, et notamment pour améliorer leurs compétences numériques de base, et pour les rendre plus forts aussi dans la défense de leurs droits en tant que sujet digital. Vous savez probablement que dans le cadre de la santé, il y a un potentiel énorme, que ce soit au niveau de la recherche scientifique, mais aussi au niveau de l'optimisation des politiques publiques pour utiliser les données des patients. C'est évidemment un sujet extrêmement délicat. Il y a eu des histoires en Belgique, mais aussi à l'étranger, où des hôpitaux, par exemple, ont vendu des données de patients à des fins de marketing, notamment pharmaceutique. Comment est-ce que les citoyens peuvent réclamer leurs droits et se réapproprier ces données pour ne pas qu'elles soient utilisées à mauvais escient. C'est aussi une action sur laquelle nous avons travaillé avec les pouvoirs publics et les spécialistes dans la matière. Dernier élément peut-être au niveau des leviers qu'on essaie de mettre à disposition, au niveau des associations cette fois-ci, c'est le data trust. Le data trust, qu'est-ce que c'est ? On reçoit énormément de demandes de gens, des pouvoirs publics, d'autres associations qui vont dire on a entendu parler d'une association X ou Y, mais on n'est pas sûr qu'on peut faire confiance quant à leur fonctionnement, qui sont-ils, combien de gens travaillent là-bas, quel est leur bilan, quels sont leurs chiffres, etc. Et nous recevons énormément de demandes similaires. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de
de créer un data lake, évidemment avec toute une série de protocoles pour sécuriser ces données, mais pour que des gens, des tiers, des citoyens intéressés, des chercheurs puissent aller puiser dans ces données pour effectivement, eux, faire leurs analyses. Et pour pas qu'à chaque fois, le même travail doive être refait ou pas fait du tout quand effectivement les organisations à qui ces chiffres sont demandés voilà, n'ont plus les capacités de fournir les informations nécessaires. Deuxièmement, on va accompagner toute une série d'associations dans leur transformation digitale. Encore une fois, pas en tant que fin en soi, mais plutôt pour les aider à renforcer leur action d'intérêt général pour qu'ils puissent être plus percutants, plus efficaces. Et puis, dernièrement, on essaie d'utiliser notre rôle, encore une fois, de plateforme neutre, pluraliste et de convener, comme ça s'appelle en anglais, pour essayer de rassembler toute une série d'associations pour qu'elles puissent échanger des best practices. Voilà, quelques éléments. Peut-être pour conclure, Victor, parce que c'est quelque chose à laquelle moi je suis particulièrement sensible. On essaye d'avoir un impact évidemment via les individus et via les associations qu'on aide, mais parfois, et ça ne serait pas la première fois pour une fondation relativement grande, en tout cas à l'échelle belge et peut-être même européenne, c'est de s'oublier soi et de délaisser un petit peu ces bonnes pratiques aux autres et de ne pas se regarder soi-même dans le miroir. Et donc je pense que nous aussi, on a en tant que fondation et en tant qu'acteurs belges et européens une responsabilité à montrer encore plus l'exemple en partageant encore plus les données qui sont à notre disposition. De se réinventer en permanence, c'est un deuxième défi, je pense. Le numérique évolue très rapidement. Comment est-ce qu'on ancre durablement les projets qu'on soutient d'une part, et comment et quand est-ce qu'on recommence en fait un processus pour actualiser en permanence l'action qu'on mène. Troisièmement, voilà, c'est important évidemment que tout le monde puisse participer de manière active et inclusive dans la société, mais c'est aussi important au niveau de la cohésion sociale. On a montré que des gens qui n'arrivent plus à suivre parce qu'ils sont en décrochage digital, ben c'est des gens qui vont peut-être développer un dégoût sociétal, qui vont se mettre en dehors du débat social et politique. Et évidemment, ça a des conséquences bien au-delà de leur cas à eux et certainement de leurs compétences digitales à elles. Et on le voit d'ailleurs un petit peu dans différents pays. Quand une partie de la population est en décrochage, avant c'était scolaire, aujourd'hui c'est peut-être scolaire et digital, ça peut créer des effets pervers à beaucoup d'autres niveaux, et donc on doit y être extrêmement attentif. Et puis, dernier défi en interne, je viens de commencer donc depuis le 1er mai 2022 dans cette magnifique fondation qui est la Fondation Rebaudouin, après 27 ans que mon prédécesseur ait fait un travail absolument remarquable. Mais donc j'espère que le digital va pouvoir nous aider aussi dans le change management qui sera nécessaire et faire aussi nous cette transition vers une fondation encore plus efficace et percutante. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Vous avez dit 1,5 milliard d'euros de fonds pour investir dans des projets d'innovation sociale, numérique, etc. Pour le mettre en perspective, le plan d'action jusqu'à l'horizon 2030, y compris le Transition Pathways, le Single Market Programme, qui est une belle partie de cet argent, c'est 2,5 milliards d'euros. C'est-à-dire, cela démontre aussi le potentiel des alliances et le potentiel de mobiliser de l'argent public, de l'argent privé, de l'argent philanthropique au service de l'intérêt général, au service de l'intérêt collectif et de l'économie sociale. Donc,
Autre remarque importante, je pense que la Fondation Roi Baudouin participe dans l'observation de l'économie sociale en Belgique en coopération avec Concertes. On me l'a dit juste avant, les collègues de Concertes, qui est la plateforme de concertation de l'économie sociale, me le disaient juste avant de rentrer, pour mesurer l'économie sociale dans l'ensemble de la Belgique. Donc c'est déjà une belle activité aussi dans le domaine de l'économie sociale. Et à Bruxelles, c'est aussi intéressant, il y a une plateforme où on peut trouver toutes les entreprises de l'économie sociale, économiesociale.be, qui est financée par la région bruxelloise et par la région wallonne. C'est aussi un outil digital qui nous permet d'identifier les entreprises de l'économie sociale dans les différents secteurs d'activité. En tout cas, merci de cette belle présentation et de l'engagement de la Fondation Roi Baudouin. On va passer maintenant à TechSoup Europe, à Antonio Tiani, qui est le directeur de TechSoup pour le Benelux, donc pour la Belgique, pour le Luxembourg et pour les Pays-Bas. Explique-nous un petit peu, Antonio, TechSoup Europe, quelle a été la genèse de ce projet, à quel défi ce projet répond. Explique-nous un petit peu le réseau, les grandes réalisations et impacts à retenir, et aussi, étant donné ta connaissance du secteur associatif, du tiers secteur, de l'économie sociale plus largement au Benelux, quels sont les besoins digitaux des entreprises et des organisations de l'économie sociale au Benelux? Merci Victor. Avant de parler donc de TechSoup, je vais peut-être parler donc de Socialware. On est donc une association qui aide les autres associations à se digitaliser en les équipant de la technologie qui est nécessaire pour accomplir les missions. Il existe des fournisseurs IT qui permettent d'obtenir des technologies via des programmes donc, de philanthropie, de CSR. Notre ASBL a été créé en 2007 et d'ailleurs grâce à l'aide de la Fondation, un peu sur base du modèle de TechSoup donc aux États-Unis. Vous l'avez compris, donc on ne fait pas ça seul, on dépend donc d'un réseau, d'abord donc d'un grand réseau mondial. C'est une ONG qui est basée donc à San Francisco et qui aide les associations à obtenir des outils. Si on recentre sur l'Europe, il y a plus de 50 pays qui gèrent le même programme que nous. L'idée est vraiment de permettre donc aux associations d'obtenir des outils qui peuvent les aider donc au quotidien à gérer les missions. Alors, je crois que le réseau a débuté en 1980, donc aux États-Unis. On a été les premiers à extraire le programme et à démarrer avec un programme pilote ici, donc en Belgique. On parle d'un test sur une centaine d'associations. Et après 15 ans, en fait, le même programme existe dans plus de 200 pays donc, du monde. C'est-à-dire que s'il fallait prouver que ça avait du sens, il y a plus d'1 million 300 000 associations donc, dans le monde qui font appel à ce programme. Au niveau de TechSoup Europe, il y a 25 autres partenaires. Et pour donner un peu de chiffres ici donc en Belgique, si on se base sur la Banque Carrefour des entreprises, il y a plus de 100 000 associations qui existent. On estime à 60 000 organisations qui pourraient être éligibles à notre programme. Il se fait qu'après 15 ans, on en a entre 18 et 19 000 donc en Belgique, 1 000 au Luxembourg et 17-18 000 donc aux Pays-Bas. On gère le Benelux. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup à les aider. Alors, distribuer de la technologie, donc c'est bien. Si c'est gratuit ou si ça coûte pas grand-chose, donc c'est chouette. Mais si les associations ne peuvent pas utiliser les outils, ça ne sert pas à grand-chose. Une des missions donc, que nous avons aussi, c'est d'aller éduquer les organisations et les utilisateurs. Et c'est de se lier à des prestataires donc, vraiment dont c'est le métier, qui vont pouvoir aller montrer comment donc, on utilise bien les produits, aller donc les former pour que vraiment il y ait donc un impact au niveau de l'économie sociale, que ces associations puissent œuvrer donc, au quotidien et aller aider, aller changer les réalités, aider les gens qui sont sur le terrain grâce à ces outils. On est donc une petite équipe de 5 personnes, on gère ça depuis Bruxelles. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les opportunités
sont là. À titre d'exemple, on a un catalogue de 200 produits à disposition donc, du secteur. On s'allie avec des acteurs locaux. On dépend donc de TechSoup, mais on est indépendant. Donc vraiment, on peut discuter avec d'autres acteurs pour toujours amener à améliorer donc, le secteur associatif. Donc on a des contacts avec d'autres partenaires basés dans d'autres pays qui font la même chose que nous. Il y a des échanges qui sont faits régulièrement. Je crois que la pandémie a aidé les associations à se dire « j'ai besoin du digital ». On cherche à apporter donc une solution. On est vraiment prêt à faire ce qui est en notre pouvoir pour vraiment aider donc, le secteur. En donnant accès à l'ensemble de ces produits, on a pu bâtir d'aucune communauté. Aujourd'hui, on parle au quotidien à entre 30 et 35 000 associations. L'idée, c'est de chercher à les mettre ensemble. Il y a certainement des projets à faire en commun. Donc, ils ne doivent pas donc, tous faire la même chose, chacun de son côté. L'idée, c'est de amener la communauté donc, à se parler. C'est parfois difficile, donc on essaye être un point d'accès. Voilà. Pour ces associations, pour qu'elles puissent trouver les solutions le plus rapidement possible, parce qu'en fait, le principal, c'est qu'elles puissent œuvrer donc, dans leur mission pour changer le quotidien des gens qui sont sur le terrain. Merci beaucoup, Antonio. C'est sans doute un beau travail et une belle expérience. Je pense personnellement, et je suis convaincu que vous le faites déjà, et je sais que c'est un intérêt de TechSoup Europe et donc d'organisations comme Social Work qui font partie du réseau. Avoir une ouverture au-delà de l'associatif, je pense que c'est important. Surtout parce qu'il y a plein de points en commun. Déjà parce que l'associatif, effectivement, c'est un pilier de l'économie sociale, mais aussi parce que dans l'économie sociale, on trouvera d'organisations et des entreprises qui peut-être n'ont pas besoin de ces services, mais on trouvera des citoyens qui veulent faire ensemble une communauté d'énergie renouvelable à vocation not for profit sous forme coopérative, qui auront besoin de beaux produits, des produits que vous offrez et de l'assistance technique et plein d'autres business models dans de l'économie sociale. Donc là, il y a aussi des alliances, je pense, à construire. Merci en tout cas, Antonio. Et là maintenant, on va passer à Adrien Duguet. Désolé si moi j'ai mal prononcé ton nom de famille comme espagnol un peu inculte. Tu représentes l'association Civic Tech Europe. Raconte-nous qu'est-ce que c'est ce mouvement, quelle est votre histoire, qu'est-ce que vous faites et aussi un petit peu pourquoi vous êtes aujourd'hui ici et qu'est-ce que vous attendez de partager avec les acteurs qui sont dedans de Soga. Merci beaucoup Victor. Bon, déjà, un grand merci à la Social Good Week et Social Good Accelerator de nous inviter effectivement en cette occasion. Comme l'a dit Victor, moi je suis le président de l'association Civic Tech Europe. Donc on est à la fois au sein de la Social Good Economy, on en est aussi un peu les cousins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on a beaucoup parlé de convergence ce soir et il me semble que c'est aussi une belle preuve de convergence et d'ouverture, évidemment, de la Social Good Week de nous inviter. Alors, les Civic Tech, technologie citoyenne, c'est quoi ? Je vais commencer avec une question. Est-ce que vous savez ce qui réunit la conférence sur le futur de l'Europe, les mouvements citoyens de solidarité pendant le Covid, et puis les campagnes présidentielles ou législatives telles qu'on a connues cette année en Italie, en France, dans d'autres pays ? Tout ce qui réunit ces opérations, c'est le fait qu'elles s'adossent à des plateformes, des outils issus d'un champ spécifique de la tech, qui est donc celui des technologies citoyennes. L'association Civic Tech Europe que je représente réunit au niveau européen les professionnels de ces technologies citoyennes, que ce soit des startups, des organisations, des têtes de réseau. Et donc on est unis, j'allais dire, dans ce travail de me développer
en pratique ces outils qui seront plus tard utilisés par les institutions, par les collectivités locales, par les mouvements citoyens, par des candidats et de façon générale par des citoyens engagés. Alors, je ne sais pas si j'ai quelques minutes juste pour revenir sur un petit peu l'histoire de la Civic Tech sans remonter très loin, mais c'est, je pense, important de voir un petit peu d'où on vient et quelles sont les grandes traditions, quelque part, de l'action citoyenne qui influencent le secteur aujourd'hui. Pour la faire très très courte, les Civic Tech, c'est un univers qui se bâtit à la convergence du monde du militantisme traditionnel, bien sûr, que je pense beaucoup connaissent ici. On est dans une institution éminemment politique, donc du monde du militantisme, du monde des institutions et des administrations publiques, du monde des médias et du journalisme. On y reviendra, c'est dans les déterminants de cet univers quelque chose de très important. Et puis bien sûr du monde de l'entrepreneuriat de façon générale et de ces nouvelles approches de l'entrepreneuriat un peu moderne et de la technologie. Tous ces mondes-là se réunissent autour d'un enjeu qui est celui de la réinvention de l'espace démocratique dans une société numérique et au-delà de l'espace démocratique qui est celui de la réinvention de la citoyenneté dans ce nouvel espace. Alors, je vous le dis d'ores et déjà, nous, on va beaucoup parler de citoyenneté augmentée pour s'approprier cet espace démocratique. Et quand on parle d'espace démocratique, c'est pas uniquement les élections ou la participation à des institutions telles qu'elles existent, mais c'est plus largement les modes d'engagement dans la société et les modes d'engagement citoyen. Ça, c'est le premier point. La seconde chose qui va nous réunir, c'est, si on est d'accord sur le constat et le besoin de réinventer cette citoyenneté, comment est-ce qu'on le met à l'échelle ? C'est-à-dire comment, quand on pense au niveau d'un pays, quand on pense au niveau de notre continent, on arrive à massifier la participation tout en l'individualisant. Et alors, on a eu beaucoup de débats tout à l'heure sur effectivement quel est le rapport à inventer vis-à-vis du numérique. Nous, notre réponse, c'est que le numérique est en capacité de proposer à tous les citoyens à travers le continent et au niveau local des façons de s'engager qui peuvent correspondre à la réalité de ce qu'il vit et à la réalité de ce qu'il fait. Et c'est ça aussi que permettent les outils numériques, c'est d'aller individualiser un peu ce que nous on appelle dans le jargon les grilles d'engagement, en tout cas la capacité des citoyens à agir de plus en plus facilement et de plus en plus simplement. Les Civic Tech opèrent donc dans 3 champs, si on le prend cette fois-ci du côté des praticiens et des technologies. On va agir dans tout le champ de l'information citoyenne. Et donc là, on va avoir beaucoup d'enjeux liés à la transparence des données, à l'open data, au suivi des données publiques et au-delà de la mise à disposition de l'analyse et de la capacité pour les citoyens à les visualiser correctement. On va beaucoup s'intéresser au champ donc, de la participation, dans son sens, j'allais dire, le plus strict, c'est-à-dire la capacité des citoyens collectivement à participer dans le débat public, à porter une voix, que ce soit à travers des institutions et des processus existants tels que les élections, etc., ou que ce soit à travers des nouveaux espaces créés pour l'occasion, qu'ils soient dans la lignée, j'allais dire, des expériences de la démocratie participative, de la démocratie délibérative, ou au-delà, dans les pratiques modernes de la mobilisation, ce que les anglo-saxons appelleraient le community organizing. Je le dis de cette façon-là parce qu'il n'y a pas encore, mais on y travaille, de transposition exacte du terme. En tout cas, ce savoir-faire de l'organisation collective qui est essentiel. Et puis le dernier domaine d'action, pour terminer cette fresque, c'est véritablement celui qu'on appellerait le domaine de la coaction, voire de la micro-action, avec les pouvoirs publics, en particulier au niveau local. Et là, la question qu'on va se poser, c'est davantage de savoir comment on s'appuie sur l'expertise d'usage des citoyens au niveau local, dans leur rapport au service public, dans leur rapport à la gestion locale de la collectivité, pour améliorer l'efficacité des politiques publiques à ce niveau-là.
Donc on a un peu ce triptyque, s'informer, participer, coagir avec les pouvoirs publics. Si on essaye de dépasser cela, évidemment, il y a énormément d'outils qui sont développés, il y a énormément d'innovations dans ce champ de la tech. Moi, ce qui m'a intéressé à passer comme message ce soir, puisqu'on est aussi au niveau européen, évidemment, c'est vous dire que au niveau du continent, la Civic Tech a aujourd'hui 3 enjeux pour continuer à développer cet espace démocratique et ce champ d'action citoyenne. Le premier enjeu, il a été évoqué tout à l'heure, c'est la question de la souveraineté. Nous, on travaille énormément, évidemment, avec des données personnelles, avec des données citoyennes. On constate aujourd'hui, à l'échelle continentale, que ces données sont soit à la main, entre guillemets, de certains acteurs clés. Bien sûr, les GAFAM ont été cités, il y en a d'autres, mais au-delà des noms, ce qui pose problème, c'est la difficulté qu'on a au niveau européen de s'approprier cette problématique de la souveraineté sur les données citoyennes, électorales, politiques, à reconnaître leur existence et à pouvoir y apporter des solutions attitrées. Donc il y a vraiment la problématique de la souveraineté, sachant qu'au-delà de la souveraineté, il y a aussi quelque chose lié à ce que j'appellerais l'éthique et l'adaptation de la tradition politique européenne, pour le prendre au sens large, et la transposition de cette tradition politique européenne dans les outils numériques, qui n'est pas réglée. On a la chance d'avoir aujourd'hui un règlement général de protection des données qui est extrêmement protecteur, mais les spécialistes savent aussi que tout en restant dans ce RGPD protecteur, il est possible de mettre en place un certain nombre de pratiques de terrain qui peuvent se révéler contre-productives ou contre-éthiques. Par exemple, et c'est une question totalement ouverte, quand vous organisez un mouvement politique au niveau local, est-il pertinent de décentraliser l'intégralité des données dont vous possédez pour les mettre en main d'un responsable, par exemple, local, ce qui lui permettrait de savoir, quelque part, que pensent ses voisins exactement dans le détail, etc. etc. C'est permis si tout le monde est consentant, dans un cadre légal. En revanche, est-ce que ça répond à la tradition politique qu'on a envie de déployer? Il y a des pour, il y a des contre, ça dépend des endroits, ça dépend des moments. Et donc, c'est ce genre de questions auxquelles il faut essayer de réfléchir. La souveraineté. Deuxième élément, et là je sais qu'il y a des institutionnels aussi dans ce panel et qu'on a vu ce soir, et donc c'est une proposition que nous leur faisons, c'est au niveau européen d'envisager la civic tech et la participation citoyenne dans son intégralité, c'est-à-dire pas simplement au moment du vote ou dans le cadre d'une élection, mais aussi dans les autres espaces d'expression de la citoyenneté. On en a parlé, la participation locale, la capacité à s'informer. Et quand on fait ça, on dépasse le principal écueil qui est celui de la participation de la consultation de masse sans suite, parce que c'est un peu la critique, on dit on consulte beaucoup. La conférence, par exemple, sur le futur de l'Europe a permis de consulter à l'échelle avec, et c'était de ce côté-là une grande réussite et une première dans l'histoire des institutions. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on poursuit cet engagement dans le temps et comment on arrive à associer les citoyens dans la co-construction des politiques et dans leur implémentation. Et pour arriver à cela, il faut passer d'une logique de consultation à une logique de micro-action. Voilà. Donc c'est dans cette chaîne de valeur-là il faut la penser à cette échelle-là et pas simplement de façon compartimentée. Et le dernier élément, je termine par là, tout ce dont on parle, les technologies citoyennes, leur développement, leur mise en place, surtout face à la rapidité de l'évolution des technologies et bien sûr des compétiteurs quelque part au niveau continental. Tout ça pose bien sûr la question du financement de l'innovation démocratique au niveau, en vérité, du continent. Puisque c'est à cette échelle-là que ça se joue, et la mobilisation des financements des ressources humaines dans le temps nécessaires pour mettre en place ce type d'outils. Ça, c'est un problème qui n'est pas réglé. C'est la raison pour laquelle nous, on porte la voix des professionnels à travers l'association Civic Tech Europe. D'autres
partenaires et avec qui nous travaillons, on porte des voix complémentaires issues du monde de l'innovation démocratique, du monde du plaidoyer, du monde des institutions et des administrations et des pouvoirs publics, naturellement. Mais cette question du financement à terme de l'espace d'innovation démocratique européen, il est clé. Voilà. Et de ce point de vue-là, tous les Starship Enterprise qui se baladent dans l'espace sont évidemment les bienvenus. Je terminerai là. Est-ce que je peux peut-être rapidement réagir à ça? Donc je suis entièrement d'accord, Adrien, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai oublié, parce que tu as demandé, Victor, qu'est-ce qu'on a besoin? Et effectivement, je pense que dans le plan d'action sociale, voilà, qui, on espère, va être implémenté ou traduit rapidement, il y a l'idée d'avoir un vrai marché européen de la philanthropie. On penserait que c'est quelque chose qui est acquis avec la libre circulation des capitaux. Or, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, ce n'est pas le cas dans, je pense, 21 pays de notre belle Union. Et donc, ça aiderait effectivement de pouvoir construire cette convergence et de pouvoir effectivement financer, au-delà des frontières plutôt nationales, des initiatives intéressantes. C'est le cas d'Adrien, les a esquisses. Donc, je ne sais pas si Monsieur Cormand est toujours là. Je n'ai pas l'impression. Mais s'il pouvait porter ce combat au niveau du Parlement européen, je pense que ça nous aiderait un petit peu effectivement à encore mieux mener notre action à l'échelle nationale et aussi européenne. Moi, en réponse à Adrien, j'ai fait Sciences Po, donc je ne pourrais pas être plus passionné pour son discours et par les choses qu'il dit. C'est très interpellant. Par rapport à la question de la philanthropie, la philanthropie a des très bons alliés dans cette maison. La Commission a lancé une consultation qui a été fermée vendredi de la semaine dernière. Et je pense aussi que ce que c'est important, c'est et ça je le dis comme on est dans une conversation intime et entre collègues, il ne faut pas se frustrer si les résultats ne sont pas les attendus. Et je m'explique, je ne suis pas un policymaker, je ne suis pas de son côté, je suis de notre côté. Ça commence bien. Non, mais je suis de ton côté d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est il faut connaître comment le decision-making européen fonctionne, parce que sinon, ça peut, et ça on le voit beaucoup en politique, hein, l'effet rebond, la frustration et les effets que cela a. Il faut l'unanimité au Conseil pour avoir des formes juridiques transnationales, ce sera extrêmement compliqué. Cela ne veut pas dire que les efforts qui se font aujourd'hui n'ont pas de sens, on plante toujours des semences. Il faut une philanthropie européenne, il faut une société civile européenne, il faut renforcer les partis politiques européennes, il faut renforcer l'économie sociale transnationale, tout ça c'est des projets. Après, dans ce qu'on cherche, peut-être à court terme, on n'aura pas tout ce qu'on veut, mais cela ne veut pas dire qu'il faut même trouver des alternatives possibles pour avancer dans cette direction. Voilà. Et désolé, hein, parce que je trouve que ton intervention était super intéressante. Une petite réflexion, on n'est plus en 2008, qui était une époque de optimisme digital. On est en 2022, on a connu Trump, on a connu plein de frustrations aussi. Et le Brexit avec... et ce que je me disais, c'est aussi qu'il faut... C'est-à-dire, nous devons prendre dans nos mains le futur et penser de façon parfois aussi plus intelligente ou raffinée. La Convention sur le futur de l'Europe a aussi généré la conférence sur le futur de l'Europe a aussi généré beaucoup de frustration. Même parfois, une opposition artificielle entre le vieux monde et le nouveau monde, entre la société civile organisée et le contact direct avec les citoyens, qui est absolument absurde. Il faut la société civile organisée, il faut le contact avec les citoyens. Et après, ne pas utiliser les outils technologiques pas pour avoir une co-construction réelle, ni pour avoir une rencontre réelle, mais comme exercice de marketing pour avoir des réunions avec des citoyens dans une salle, que politiquement ça peut vendre. Il faut aussi faire attention à ça. Tu as des choses. Voilà. Oui. Pour répondre à ça, pardon, tu peux se tutoyer. Non, pour répondre à cela, tu fais bien de le souligner, surtout quand on parle de technologie et d'innovation, la déception ou la frustration est souvent à la hauteur de l'attente qu'on a pu y mettre. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut
Aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a sur ces 15 dernières années en matière de civic tech, on est tous conscients du fait que la consultation, encore une fois simple, dans cette étape d'agrégation de données telle qu'elle était évidemment innovante il y a une dizaine d'années, n'est plus suffisante pour construire dans le temps une relation avec les citoyens et les associer aux politiques publiques. Donc, sachant cela, aujourd'hui, la conception des technologies citoyennes, c'est davantage de permettre à des organisations, qu'elles soient encore une fois de l'État ou issues de la société civile, de se projeter efficacement sur le terrain et à l'échelle. Je dis toujours que quand vous voulez mener des actions de concertation au niveau local, vous créez un groupe WhatsApp avec les 10 personnes autour de vous. Quand vous voulez interroger 1 million de citoyens et les faire agir au niveau local, vous avez besoin d'outils nettement plus puissants. Et c'est ce côté de, quelque part, piloter ou organiser un très grand nombre d'actions décentralisées qui est à la fois rendu possible maintenant dans un certain nombre d'utilisations et de cas d'usage, qui doit encore être développé. On a évoqué tout à l'heure un petit peu les perspectives de la décentralisation du web dans le futur. C'est un horizon auquel on est obligé de réfléchir. Qu'est-ce que la citoyenneté dans un web totalement décentralisé, dans lequel où les données sont totalement émiettées? Comment vous pilotez en tant qu'État, qu'organisation, des opérations de mobilisation dans un tel cadre? C'est des questions qu'on se pose. Voilà. Et sur le deuxième point, non, c'était sur la frustration. Sur la conférence sur le futur de l'Europe, c'est pas très. Je pense que vous avez aussi répondu. Oui, voilà. Sur la conférence. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et pour faire le bilan de cette Social Good Week, pour faire le bilan aussi de l'histoire du SOGA, parce que les organisations sont toujours pluralistes par définition, mais le leadership est super important, surtout lorsque il faut mettre les gens d'accord, il faut s'investir à les faire converger, etc., etc. Donc Jeanne a fait tout ça, elle est la mémoire, la mémoire et le leadership de SOGA. Oui, moi je l'ai vu. Donc fais-nous un petit peu le bilan et clôture cette belle session de la Social Good Week. Merci Victor. Donc effectivement, il va me revenir de faire la synthèse de toutes ces interventions qui sont assez représentatives de toutes les forces qu'on a en présence dans l'économie sociale et solidaire. De faire aussi la synthèse des constats qui ont été posés sur la conférence précédente, et puis de reprendre un peu ma casquette militante, parce que c'est vrai que pendant toute cette Social Good Week, j'ai été beaucoup dans tes chaussures, Victor, en tant que modératrice, et donc j'ai moi-même été un peu frustrée de ne pas pouvoir plaider ma cause, donc je vais aussi essayer de m'y attacher. Parce que oui, mine de rien, quand même, depuis 4 ans, ce qui nous anime, c'est ce trou dans la raquette, hein, donc ce blind spot, merci, comme vous le dites, à la Fondation Rabaudouin, autour de l'accélération numérique, mais d'un numérique à son image dans l'économie sociale et solidaire. Donc le constat a été bien posé. Le numérique, c'est un accélérateur aujourd'hui de performance. Parfois, c'est une solution absolument formidable quand on se retrouve en crise sanitaire et qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Mais c'est aussi la cause d'une aggravation assez phénoménale des inégalités sociales, économiques, environnementales, et aussi d'une polarisation assez forte de la société. Par ailleurs, dans l'économie sociale et solidaire, on a quand même cette incarnation finalement de la théorie du donut qui fonde nos statuts, c'est-à-dire que les missions sociales des organisations de l'économie sociale et solidaire visent à pallier aux besoins primordiaux des êtres humains et du vivant de manière générale, et puis à régénérer les ressources. Donc je dirais que si on prend l'économie sociale dans son ensemble, on a là déjà un modèle pour l'économie du donut et dans le numérique également. Force est de constater que si on fait une petite rétrospective sur les 10 années qui viennent de s'écouler, on a connu, alors à la fois au niveau européen, donc là c'est plutôt en 2010 que ça a démarré, et en 2014 en France en tout cas, des reconnaissances législatives, politiques de ce qu'est l'économie sociale. Et en parallèle, on a vu l'essor de ce qu'on appelle chez nous la Startup Nation. Pour prendre une date clé chez nous en France, 2014, c'est l'année de la loi économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, qui pose juridiquement les statuts, qui même les élargit de l'économie sociale et solidaire, avec cette reconnaissance de ce système de lucrativité limitée qui nous rassemble
toutes et tous. Et c'est aussi l'année de la création de la French Tech. Alors force est de constater, et on l'a rappelé en cérémonie de lancement avec Benoît Hamon et Axel Lemaire, que ces deux écosystèmes ont plutôt fonctionné en silo, c'est-à-dire qu'ils se sont très peu parlé. Il y a eu très peu de collaboration, et force est de constater également que l'économie sociale et solidaire a pâti d'une sorte d'inégalité d'accès à cette transition numérique. Pourquoi ? Alors c'est parce que essentiellement les cadres du financement de l'économie numérique ont été faits pour avoir maximisé le retour sur investissement et pas pour favoriser l'innovation sociale, l'innovation démocratique. Et quand on choisit avec courage des statuts à lucrativité limitée, on se tire une balle dans le pied d'une certaine manière. Donc la loi Hamon a pallié en partie à ça en créant le statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale et en permettant ainsi à un certain nombre de SAS, donc qui est le statut des startups typiques en France, d'adopter une sorte de mission avant l'heure, avant la loi Pacte chez nous, et donc de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire d'à la fois s'adresser à la banque publique d'investissement et aux financeurs, aux investisseurs classiques de la tech, et par ailleurs de bénéficier des financements de l'ESS. Ce modèle-là, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est assez remarquable, c'est que il tend à laisser la place au modèle coopératif, et donc ça c'est une évolution assez majeure qu'on a vue depuis quelques années dans l'économie sociale numérique. Aujourd'hui il y a de plus en plus de coopératives qui se proposent comme des alternatives, donc des coopératives de développeurs, des coopératives de plateformes, évidemment on en a cité un certain nombre aujourd'hui, qui se créent pour démontrer qu'on peut fonctionner autrement que l'économie proposée par Uber. Je pense aux coopératives de travailleurs de plateformes, évidemment. Je pense aussi aux coopératives qui proposent le même système qu'Amazon, mais avec de l'économie circulaire, comme le label Emmaüs en France. Il y a tout un tas de modèles qui se sont développés dans l'économie sociale et numérique comme des réponses à ces inégalités qui se sont creusées avec le développement de l'économie numérique. Pour réinsérer des personnes dans l'emploi grâce aux compétences numériques, évidemment pour les former également, pour proposer des services aux citoyens avec un modèle de plateforme éthique et solidaire. Et on a beaucoup de matière en ce sens avec la feuille de route qui va être annoncée lundi prochain sur le Transition Pathway, à inspiration et à changement d'échelle en la matière. Il n'en reste pas moins que encore aujourd'hui, en matière de financement et d'amorçage, puisque dans l'économie sociale et solidaire, on innove aussi, et comme le disait Benoît Hamon, l'innovation sociale reste un impensé de manière générale des financements de l'innovation. On a besoin d'amorçage, et pour ce faire, il n'y a pas mieux que les fondations et la philanthropie. Et donc on a vraiment besoin d'élargir les modèles de financement aussi, avec des financements plus systémiques pour financer l'évolution des structures, la transformation numérique des structures, qui est une transformation structurelle, là où l'économie sociale et solidaire est encore trop financée sur du projet. Voilà, donc ça c'est un petit message que je voulais passer aussi. On est sur une transformation culturelle pour un certain nombre d'organisations de l'économie sociale qui rechignent parfois à utiliser le numérique parce que ça déshumanise et que ça coupe, ça coupe des missions traditionnelles et historiques de l'économie sociale qui sont de créer du lien humain. Nous, on est assez convaincus qu'il faut que l'économie sociale et solidaire puisse s'armer grâce au numérique et pas rester sur le bord de la route de la transition numérique, mais à ces conditions. Et pour ce faire, il y a un deuxième levier qui est hyper important, qui est la force même de l'économie sociale, c'est la coopération. Alors, Benoît Hamon le rappelait aussi, au sein de l'économie sociale et solidaire, donc on a grosso modo 90% qui a un peu du mal à rentrer dans la transformation numérique, même si on a des modèles comme celui de Socialware, TechSoup Europe, qui sont des guichets pour permettre l'accès à des services à prix accessible, voire à titre gratuit.
On a évidemment des systèmes comme le mécénat de compétences, le pro bono, qui permettent de bénéficier de services de développeurs ou d'installation d'un CRM de manière gracieuse avec la contribution de salariés des entreprises du numérique. Mais globalement, il manque ces financements, il manque cet accompagnement aussi culturel et il manque aussi un gros coup de projecteur sur nos solutions numériques développées dans l'économie sociale pour créer aussi une économie un peu en circuit fermé, s'auto-régénérer, s'auto-nourrir. Et pour ça, on a tout un tas de solutions. Alors là, on a vu encore une fois avec le rachat de Twitter l'émergence de Mastodon. Vous avez tous croisé ce nom sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier ces derniers jours. Mastodon, c'est une organisation à but non lucratif. On le rappelait aussi Wikipédia, que tout le monde connaît, comme un modèle numérique extrêmement successful. C'est une organisation à but non lucratif. On a beaucoup de modèles en fait numériques à but non lucratif ou à lucrativité limitée avec les modèles de coopérative que j'ai cités. Il s'agit de démocratiser aussi ces modèles, ne serait-ce qu'au sein de l'économie sociale, pour pouvoir les développer. Et j'étends les acteurs de l'économie sociale aux acteurs de l'intérêt général, donc j'intègre les acteurs publics. Les acteurs publics sont des acheteurs extrêmement précieux en matière de solutions numériques sociales et solidaires. Il y a une autre voie qu'il faut aussi développer, c'est la voie des communs numériques autour de la donnée. Pour pouvoir nous emparer aussi dans l'économie sociale et solidaire de l'intelligence artificielle, il faut qu'on apprenne à partager, à organiser, partager et analyser la donnée avec les modèles de communs numériques. Henri Verdier, l'ambassadeur français au numérique, a publié un rapport extrêmement intéressant qui a été coproduit par 29 pays sur les modèles de communs numériques européens et il appelle à la création d'une fondation européenne. Donc on retrouve encore les histoires de philanthropie transnationale pour développer ces communs numériques. Aujourd'hui, il est crucial de développer entre acteurs de l'intérêt général, donc entre acteurs publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire, des modèles de communs numériques autour de la donnée. Le Data Trust, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que c'est une sorte de projet pilote. On va suivre ça de très très près. Voilà une voie aussi de coproduction de l'intérêt général qui va passer par les outils numériques et qui demain va permettre à l'intelligence artificielle de faire la preuve de toute son efficience pour nous permettre aussi d'accélérer sur les transitions et la transition environnementale en particulier. Donc oui, il faut un numérique sobre et un numérique raisonné sur le point de vue de l'impact environnemental et David Cormand l'a très bien rappelé, mais le numérique, l'IT for Green, peut être aussi une solution d'accélération, notamment par le biais de la donnée, savoir où est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie, où est-ce qu'on peut mutualiser de la ressource, où est-ce que c'est intelligent d'installer des panneaux photovoltaïques, par exemple. Ça fait partie de l'économie de la donnée de demain et on accélérera grandement les choses en intégrant dès à présent les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup d'exemples en la matière et en termes de mobilité aussi, c'est toujours dans la voie de la transition environnementale. On a des coopératives qui proposent des modèles alternatifs en matière de mobilité et des modèles de données ouvertes qu'il s'agit vraiment d'accélérer. Donc ce partenariat public-privé sur les communs numériques, pour nous, ça va être un des domaines clés qu'on va se proposer d'explorer dans les années à venir avec le Social Good Accelerator. Et dernier point, avant de conclure et de vous libérer en cette heure tardive, 2023, ça sera l'année des compétences pour la Commission européenne pour l'Europe. Nous, on croit fermement que c'est le premier levier à actionner tout de suite maintenant. C'est avec ces compétences qu'on va réussir à armer l'économie sociale et solidaire pour porter les solutions pour l'économie de demain. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de solutions déjà dans l'économie sociale pour accélérer la formation numérique avec des modèles à lucrativité limitée, donc qui sont vraiment orientés vers des missions sociales pour atteindre les objectifs du Digital Compass qui a été mentionné dans la première partie. Donc 20 millions de professionnels formés d'ici 2030, 80% des citoyens maîtrisent des compétences numériques de base. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est un intermédiaire absolument crucial pour atteindre l'ensemble des publics et
personne ne l'aide à passer à l'échelle, à se former et à s'outiller sur la transformation numérique. Donc, j'en finirai là. L'économie sociale et solidaire, courroie de transmission des transitions. Nous appelons vraiment à une grande mobilisation et à une grande coopération entre tous les acteurs de l'intérêt général pour créer les communs numériques capables d'assurer la transition de l'économie européenne et au-delà, puisque nous inspirons bien au-delà. Évidemment, j'ai rien à ajouter. En plus, c'était donc grand merci à tous et à toutes. Et grand merci à Social Good Accelerator d'organiser cette Social Good Week. L'année prochaine, plus, travaillons ensemble d'autant plus pour construire le futur que nous voulons. Il ne va pas se construire tout seul. Les fatalités n'existent pas. C'est à nous de nous coordonner et de travailler ensemble. Allons-y. Merci beaucoup. Donc effectivement, rendez-vous l'année prochaine. Je reclôture par des remerciements. Je remercie AI for Belgium qui nous connecte ici et bien au-delà de la Belgique aux acteurs du numérique qui est partenaire de la Social Good Week. Merci encore David Cormand et à toute l'équipe d'Europe Écologie Les Verts pour l'accueil. Merci à Victor et à tous nos intervenants pour l'animation brillante de ces débats. Et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre la soirée chez Ginette, donc pas très loin d'ici, où on a une petite réservation. Il s'agit encore une fois de changer le monde en mode intimiste ce soir. Donc poursuivons les échanges. Merci à toutes et tous.